Eh bien, on se retrouve pour la deuxième émission du hors-série sur les banlieues, l'insécurité, tout ce qui est de l'ordre de l'immigration, du peuple résultat aussi, où il n'y a pas de privilèges blancs, mais des personnes fraîchement arrivées ne peuvent pas être autant héritières de l'histoire que les Français de souche. On établissait ça sur trois points, l'histoire, la biologie et le côté de la philosophie, du spirituel, de la religion. Ce qui mènera d'ailleurs à un prochain ouvrage que je vous présenterai, Le choc des civilisations de Huntington, que je me suis enfin procuré. Aujourd'hui, on fait suite, donc à la première émission. On reviendra rapidement sur l'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur Rokhaya Diallo, celle qui en a marre de voir trop de blancs dans le gouvernement français, ou encore est éblouie par la photo du nouveau Front populaire. Ensuite, on abordera Henri Ray, la peur des banlieues, comment nous sommes passés du communisme au socialisme, avec fut une époque des envies pour le Front national, avant que ceux de souche viennent à carrément quitter les cités. Et ça mène à une pépite que je me suis récemment procurée et une lecture toute fraîche, l'infracture identitaire. Voilà que les mouvements migratoires ne sont plus les mêmes qu'à une certaine époque, qui venaient de pays voisins ou encore de colonies. Aujourd'hui, ce sont des Africains qui viennent avec un esprit à la fois revanchard et d'autres avec une religion dont ils font le prosélytisme pour imposer les mœurs et pourquoi pas en arriver à cette conquête de l'Occident par l'islam. Nous en reparlerons d'ailleurs dans une prochaine série, l'islam à la conquête de l'Occident, et je reviendrai également avec cet excellent ouvrage que je n'ai pas terminé, L'esclavage en terre d'islam, puisqu'apparemment seuls les blancs sont méchants dans l'histoire, et que partout sur la planète se trouvaient des anges avant que viennent les méchants occidentaux, armés ou encore avec une certaine malice, puisqu'apparemment nous étions minoritaires face à tous ces gens exploités. Donc comment il est possible, face à des civilisations comme le disait Gims et d'autres encore, Rokhaya et tous ceux qui veulent le privilège, voyez-vous, d'une histoire très forte de la part des Noirs ou des autres de la part des Arabes, qui ont apparemment tout inventé, tout révolutionné, ce qui n'est pas du tout le cas. Ils ont des inventions qu'on leur doit, mais ils ne sont pas à l'origine de tout. Et c'est là leur problème, voyez-vous, un orgueil surdimensionné. D'ailleurs, on avait parlé aussi des Algériens. Vous voyez, One, Two, Three partout, qu'est-ce qu'ils exportent? Si ce n'est leurs morpions criminels, délinquants, etc. Bon. Après, on disait que c'était pour grossir les traits, mais il y a une part de vrai dedans. Je revenais sur Monsieur Le Pen en 2007, qui nous disait, vous savez, pour les logements sociaux, plus on va en construire, plus on va avoir de nouveaux arrivants qui vont demander à être logés et à être privilégiés, puisqu'ils n'ont rien. Ils débarquent sans rien, ou en tout cas, ils ne déclarent pas grand-chose. Alors dans les critères sociaux, ils vont devenir, voyez-vous, des personnes nécessiteuses. Et c'est là où on en arrive au drame en France, où, selon ces mêmes critères, dans les logements sociaux, des Français autochtones comme moi attendent 3 ans ou plus sans faire une seule visite. Et d'autres fraîchement arrivés, à peine construits, à peine logés. On a même des scandales plus graves encore. Des familles qui étaient nombreuses, 4, 5 mômes, qui se retrouvaient avec des T4, T5 ou plus au niveau des superficies, et qui, leurs morpions, leurs enfants grandissant sont partis. Maintenant, ils sont que 2 dans les logements. Et vous savez ce qu'ils font. Les pièces ne restent pas vacantes. Ils font importer des migrants ou non, ou en tout cas ils profitent de la situation pour faire des sous-locations. Et voilà qu'ils ne résident même plus dans le logement social à leur nom, mais que des OQTF, des gens en illégalité sur le territoire, se retrouvent logés à bas coût. Mais eux, ça leur rapporte. Et ils obtiennent les appels en plus et bien d'autres choses. Ou encore ceux qui partent dans leur bled, 3, 4, 6 mois dans l'année. Comme ça, ils ne perdent pas le titre français, ils ne perdent pas le privilège de leur logement. Et lorsqu'ils sont à l'étranger, ils font, voyez-vous, des sous-locations en France. C'est un des exemples que je peux à nouveau vous exposer. Et dans ce livre, à la page numéro 43, il met, parlons-en un peu du logement social.
Un bruit court depuis longtemps, une rumeur persistante. Les immigrés ou les Français récents seraient mieux servis que les Français d'origine dans l'attribution des logements sociaux. Ce qui devient, dans les conversations sans détour, je cite, les Noirs et les Arabes passent devant les Français blancs pour les HLM. Fin de citation. Fantasme raciste, me direz-vous? Preuve à l'appui, puisque le choix des demandeurs par les commissions ne s'effectue pas sur des critères ethniques ou religieux, les candidatures étant anonymes. Et pourtant, la population de certaines cités laisse penser qu'il y a une politique de la préférence étrangère ou de la discrimination positive. Ce que je vous disais, où il était assez étrange de voir des regroupements noirs d'un côté, des regroupements de maghrébins dans d'autres quartiers, et surtout l'effacement des Français. Et là, on parle d'un vrai privilège d'accéder à des logements avec un loyer, voyez-vous, qui est tout à fait convenable. Et en plus, souvent, dans des lieux qui sont quand même bien neufs. Alors, on rappellera dans d'autres ouvrages que les socialistes sont ceux qui sont massivement présents dans ces attributions de logements, dans également ces commissions pour les subventions aux associations et de bien d'autres secteurs encore, où nous retrouvons ces sectaires qui imposent leurs dogmes des autres à la place des nôtres, et qui se flagellent jour et nuit. Nous sommes coupables et redevables envers tous les peuples de la planète. Et d'ailleurs qui leur laissent après mijoter comme quoi, sans les étrangers, la France n'est rien. Alors qu'on va le rappeler, des banlieues rouges, communistes, avec un rejet fut un moment par les vrais Français qui se sont mis au Front National et à l'évincement de ces derniers pour qu'il ne reste que des banlieues rouges, des banlieues socialistes maintenant, qui derrière camouflent dans leur fracture l'idée de cette conquête de l'islam, dont on reparlera. Et pourtant la population de certaines cités laisse penser qu'il y a une politique de la préférence étrangère ou de la discrimination positive. En réalité, il n'y a qu'un mot d'ordre pour les politiques sociales, les plus nécessiteux d'abord. Et tant qu'il y aura des familles nombreuses, africaines et à la rue ou arabes et mal logées, elles seront prioritaires et les femmes blanches et seules avec un enfant attendront leur tour. Ou même, comme je vous le disais, les familles françaises, qui pourraient récupérer le T4 ou le T5 où on se retrouve avec des retraités étrangers dedans. Et non pas qu'on les mette à la rue, ces étrangers, mais qu'on les place dans le privé ou dans des logements plus petits, adaptés à leur situation. Alors, les déboutés à répétition et les remplacés du logement social se trompent peut-être en pensant qu'on leur préfère toujours les mêmes autres pour leur couleur ou leur religion. Mais le résultat est le même et leurs réflexions sont amères. Voilà où se niche le racisme que vous dénoncez, dans cette riposte verbale et clandestine plus que proportionnée face à l'inexorable remplacement. Et là, dans ces quartiers que l'on nomme populaires pour signifier sans connotation raciste que le peuple a été remplacé, vous aurez du mal à nous convaincre qu'il y a un privilège blanc. D'ailleurs, en parlant de privilège blanc, tout semble farce et attrape, mais tout est vrai. Le poisson peut rester tranquille, l'antiracisme est plus inventif que lui. La statue de Victor Schœlcher, dégradée parce que ce n'est pas un blanc d'avoir aboli l'esclavage, et parce qu'il avait prévu de dédommager les propriétaires d'esclaves, le lycée Colbert, rebaptisé Rosa Parks, L'Oréal qui renonce au mot blanc, c'est trop de privilèges, le New York Times qui décide que dorénavant le mot black prendra une majuscule mais pas le mot white. Churchill, condamné pour racisme. Mercedes, qui repeint sa Formule 1 en noir parce qu'un pilote noir, ça ne suffit pas. Et presque tous les jours, ce qui semble une blague le matin se révèle une réalité le soir. Mais le poisson le plus glissant apparu dans le paysage est un concept repêché dans une théorie obscure, ancienne et fumeuse qui permet à l'avant-garde, à l'extrême gauche, aux indigénistes et aux étudiants en sciences molles de prendre un ascendant sur nous les ploucs, le privilège blanc. Je vous ai d'ailleurs concocté une petite vidéo sur ça, qui dure je crois 20 minutes, que vous pouvez consulter, où on rigole de la situation, quoi. Le privilège blanc est sorti à tout va, mais sans bien l'expliquer.
Pour éclairer nos lanternes, parce que nous autres blancs n'avons pas toujours le privilège de comprendre avant tout le monde ce que nous avons encore fait, de quoi nous sommes coupables quelque part, je vous redonne la parole, Rokhaya. Je cite Rokhaya. Si une personne non blanche est discriminée du fait de sa couleur de peau, c'est qu'une personne blanche obtiendra le bien ou le service qui ne lui a pas été accordé. Et cette personne ne le saura probablement jamais. C'est pour cela qu'on parle de privilège blanc. Ce que je vous donnais en exemple dans la première émission avec les emplois. Leur stratégie de dire que le CV déposé n'est pas passé, mais de ne pas aller plus loin dans l'enquête pour savoir qui a obtenu le poste. Est-ce que c'est vraiment un blanc ou est-ce que c'est un noir, un arabe, un asiatique? Ils ne vont pas au bout de leur démarche. Et je disais en plus que dans cette logique, où pour l'instant en France c'est quand même une majorité blanche normalement, c'est logique que, allez, 2 chances sur 3, ce soit un blanc recruté. Voyez-vous. Si on est sur 40 millions de blancs et à peine 20 millions de noirs, de racisés, d'asiatiques, etc. En réalité, le privilège blanc est surtout et tout au plus un glissement sémantique et un abus de langage car le privilège est un droit accordé à une minorité sur une majorité. D'accord? Un privilège est accordé à une minorité sur une majorité. À preuve du contraire, pour l'instant, les blancs ne sont pas minoritaires et les racisés pas majoritaires. Encore moins les maghrébins ou les africains noirs, qui d'ailleurs, on va le rappeler, sont arrivés non pas pour reconstruire la France dans les 30 glorieuses, c'est les maghrébins africains même, que 6% des effectifs, soit 22% des 30% d'étrangers, et on peut comme ça énumérer bien d'autres exemples. Quand ils arrivent en 74 et qu'on leur met le RMI en 88, il me semble, revenu minimum d'insertion, c'est pour ne pas les laisser dans la galère. Quand on leur construit des logements sociaux, c'est pour ne pas les laisser à la rue. Et jour et nuit, ça leur permet aujourd'hui de trouver matière à nous critiquer. À dire, l'Occident est coupable de tous les maux. Et lorsque tu leur parles de la traite barbaresque où des blanches étaient enlevées et mises dans des harems, où des fois il y avait 4000, 5000 femmes dans leur harem, et il y a des exemples, je vais vous les citer, ou encore que des blancs étaient enlevés, qu'il y avait également la traite des slaves, et bien d'autres exemples, en Andalousie également, là où d'ailleurs l'islam est à nouveau à la conquête de ce lieu. Mais il ne faut pas parler. La traite intra-africaine, ou comme je vous disais, l'exemple des albinos qui sont chassés aujourd'hui. Ou on peut prendre d'autres exemples, les rites de sorcellerie des gamins sacrifiés. C'est pas des blancs qui vont là-bas les tuer. Les femmes nigérianes, entre autres, mais c'est pas les seules, qui se retrouvaient en exploitation sexuelle. Le tourisme sexuel qui a lieu dans certains pays où jusqu'au roi, rien n'est fait pour le stopper. Où nous-mêmes, occidentaux, nous sommes dégoûtés de cette situation. C'est les blancs à nouveau? Non. Donc il y a un moment, merci de cesser vos insultes envers nos peuples. D'accord? Que vous ayez des revendications est tout à fait entendable. Que vous n'appréciez pas notre mode de vie, l'Occident même, c'est votre droit. Comme moi, je ne peux pas apprécier certaines pratiques qui se situent dans des pays du Sud ou non. Ce qui ne veut pas dire que, de facto, je dois dire que nous sommes supérieurs et vous que vous êtes inférieurs. Mais souvent, vous, de votre côté, il y a des permissions que vous vous accordez quand même, en grand nombre. Critiquer le blanc, il ne sait pas se saper, il n'est pas beau. De toute façon, regardez, il est blanc comme un cachet, comme un cul. Mais ça passe, c'est pas raciste. C'est un gouer, c'est un couffard. Et je peux comme ça, voyez-vous, vous lister tout un tas de discriminations, voire de racisme, au fond. Car ce qu'il leur a enseigné, c'est de détester l'Occident. Et de facto, qui est associé non pas à ces nouveaux résidents, mais aux anciens, majoritairement blancs. Par exemple, dans les années 80, le privilège était une boîte de nuit sélecte, réservée à des gens triés sur leur seul critère de la branchitude. Un endroit fermé, à presque tous et ouvert à un tout petit monde très cosmopolite. On comprend mieux la chose si on la renomme, car mal nommer les choses, c'est ajouter du comique à la farce du nouveau monde. Je vous propose, au Rokhaya, de parler plutôt davantage blanc, et là nous tomberons d'accord. Comme
je citais l'avantage des Noirs dans leur pays d'origine. C'est-à-dire, dans l'Afrique vraiment noire, tu te rends là-bas, toi si t'es blanc, le tarif n'est pas le même. Et là, même dans l'Occident blanc, des Noirs asiatiques, arabes, maghrébins, ce que vous souhaitez encore, qui se rendent dans nos pays, on ne leur fait pas des prix différents selon le fait que tu sois un local ou un étranger. Et j'avais encore d'autres exemples comme ça pour appuyer mes propos. Que dirait notre cher Rokhaya de ce qui se passe au Cameroun ou au Sénégal ou à d'autres endroits encore, lorsqu'un blanc s'y rend et paye 10 à 20 fois le prix. Ou encore lorsqu'une blonde aux yeux bleus, par exemple, se rend en Afrique du Nord et est regardée comme un spécimen. Et il y a bien d'autres choses encore, sur les politiques où apparemment nous serions trop dans la radicalité, alors que en fait les politiques en Algérie sont les mêmes, au Maroc également, ou encore on pourrait prendre en Afrique du Sud. Bon, continuons. À la page 46, donc c'est fait. La déclaration de Charles de Gaulle 48, que nous disait-il? Voyez-vous, Rokhaya, vous et moi ne sommes pas normaux dans ce pays, nous ne sommes pas la norme. Écoutons le général de Gaulle qui s'y connaissait mieux en France que vous, moi et Patrick Boucheron réunis. Je cite. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais, à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen, de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qu'on ne se raconte pas d'histoire. Les musulmans, vous êtes allés les voir? Vous les avez regardés avec leur turban et leur djellaba? Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Fin de citation. Et Général de Gaulle était un grand homme qui n'allait pas discriminer, par exemple, les musulmans ou encore les noirs ou genre de catégories d'humains, voyez-vous, ou de catégories de religion, etc. C'est seulement pour montrer le contraste. Il y a l'Europe, qui est en majorité blanche, mais qui ne doit pas discriminer les noirs, les asiatiques, jaunes, les arabes, métis, etc., qui seront présents et qui deviendront à leur tour européens. Mais ça ne veut pas dire maintenant qu'on doit dépasser les proportions acceptables pour se retrouver avec une Afrique en Europe. Et les minorités européennes s'expatriant un peu partout et disparaissant au fur et à mesure en quelques décennies. Donc je dis bravo. C'est comme quand il nous disait, ici nous sommes à, je crois que c'était Colombey et 2 églises, il ne faudrait pas que ça devienne Colombey et 2 mosquées. Encore une fois, de très belles déclarations. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes contre les lieux de culte, qu'il y en ait quelques-uns et que les religieux puissent pratiquer leur islam, leur bouddhisme ou encore leur judaïsme avec plaisir, mais ils ne doivent pas être, voyez-vous, en plus grand nombre face aux chrétiens et aux autochtones. Alors, apparemment, puisqu'il y a toujours cette discrimination, les pauvres, ils subissent tous les jours, voyez-vous, de l'oppression, des conflits et bien d'autres choses encore. Pourquoi ils viennent en Occident? Pourquoi? D'ailleurs, nous le verrons dans un autre ouvrage que je me suis mis à disposition, qui est là. Migration, la nouvelle vague, parce que je ne m'arrêterai pas non plus à dénoncer les mouvements migratoires en Europe, puisque nous-mêmes, par nos gouvernants, nous sommes responsables de certains mouvements dans des pays comme la Syrie, l'Irak et d'autres endroits encore, où il y a eu des interventions par des scènes de guerre ou non, qui existaient. Je pense à Saddam Hussein, quand même, qui n'était pas l'un des meilleurs présidents représentants pour sa nation, et où les gens ont déjà fuyé le pays. Mais à la suite des guerres, ça a été pire. Et donc, nous verrons que en Europe, nous subissons des vagues migratoires, mais qu'elles sont toujours moins intensives que dans certains pays voisins de la Libye, ou encore du Kazakhstan et d'autres endroits. Et dedans, il est dit que les plus pauvres ne sont pas ceux qui partent. C'est-à-dire que quand on parle de réfugiés de guerre, climatiques, ce genre de choses, en fait, c'est les classes moyennes et supérieures qui viennent. Parce qu'elles peuvent se permettre le voyage, payer les passeurs, et bien d'autres choses encore.
Alors, le mythe de c'est les plus pauvres, ceux qu'on doit aider, est à nouveau un mensonge. Et comme on l'avait vu, 7 migrants sur 10 sont des hommes. Même pas des gamins, etc. Sont des hommes. Ce qui signifie que soit ce sont des lâches, soit ils viennent ici pour imposer un nouveau dogme, ou pour mener une guerre. Et il y a encore d'autres possibilités. Mais majoritairement, nous sommes sur ces critères-là. Donc je reviendrai sur ce livre dans une autre série qui sera également avec celui-ci que je n'ai pas du tout entamé. Hein. Je suis à 57 pages, donc c'est pas grand-chose. Les Africains en France. Où nous verrons aussi qu'il y avait des choses assez scandaleuses. Certainement des socialistes qui ont mis en place des zoos, ce genre de choses. Bref, revenons-en à cet ouvrage, avant de passer à la suite. Je ne doute pas de votre talent, mais vous arrive-t-il de vous demander si, d'une certaine façon et même pour une faible part, vous ne devez pas votre notoriété, vos tribunes, à ce qu'on pourrait appeler un privilège femme, doublé d'un privilège noir? Je parlerai plutôt davantage, et vous avouerez que vous n'en êtes pas dépourvu, mais au lieu de voir ce verre à moitié plein, vous vous plaignez. Je vous cite. Je n'ai pas les moyens d'oublier ma condition raciale, car il se trouve toujours une personne ou une situation pour me le rappeler. Se penser en dehors de toute considération raciale ou raciste est un luxe dont nous ne disposons pas, nous les personnes qui encourent 20 fois plus de risques d'être contrôlées par la police. Toujours la victimisation. Je ne reviendrai pas sur ce fantasme et cette foutaise du contrôle au faciès qui relèverait du racisme. Je vous poserai simplement une question. Mais qu'êtes-vous venu faire dans cette galère, dans ce pays où l'on ne vous permet pas de vous penser en dehors de toute condition raciale ou raciste, sur ce continent où l'on ne vous voit noir? Entre nous, si vous voyez du racisme dans le fait que l'on vous voit noir, je comprends que vous le voyez systématiquement et partout, le racisme. C'est-à-dire que moi je suis blanc, si on me dit que je suis blanc, et ce que je dois dire c'est raciste, tu me discrimines. Les mêmes d'ailleurs qui au nom de leur puissance noire, de leur, voyez-vous, prestige entre guillemets, parce que pour eux, ils sont supérieurs, white power comme ils disent, black power, excusez-moi, avec les Black Lives Matter, etc. Ces personnes-là sont quand même assez drôles. Parce que, en fait, ils veulent toujours se mettre en confrontation avec le blanc. Donc s'ils sont maltraités, mal vus, discriminés, exclus de la société, que viennent-ils faire en Occident? Ils cherchent quoi? Ah, on en voit certains, ils veulent réparation. Et quand tu creuses dans leur généalogie, il n'y a personne qui était dans la traite négrière. Et pour ceux qui arrivent à retrouver des liens, auprès de qui ils vont se plaindre? Est-ce qu'ils ont remonté ma généalogie pour voir si dans mes ancêtres il y avait des coupables ou non? Et s'ils n'en trouvent pas, que feront-ils? Inventeront-ils une histoire ou autre pour tenter de m'extirper de l'argent? Voyez-vous, parce que c'est pas réparation par des musées ou encore par des investissements dans leur pays. Non, non, c'est pour leur propre bien personnel et jouir de, voyez-vous, d'activités, de biens, de services, ce genre de choses. Quand ils arrivent en Europe, on a des propos comme Daniel Obono qui va nous dire qu'il y a, il y a trop de blancs au poste de Premier ministre. Et personne n'a parlé de racisme systémique dans les rangs de la France insoumise. Hein. Ou encore Christiane Taubira, qui nous disait, je crois, qu'il ne fallait pas énumérer la traite arabo-musulmane pour ne pas faire porter sur le dos des Français d'origine arabe, entre guillemets, le poids de ce passé. Par contre, aucun problème dans l'histoire, dans les cours de l'éducation nationale, à rappeler les méchants agissements de la France, entre autres. Mais, et c'est là où j'en viens, rapidement, ils oublieront de dire ce qu'ont fait les barbaresques. Alors attendez, je vais vous trouver un ou deux exemples. Touc. Il a fallu attendre le 19e siècle, morale universelle impulsée par les constitutions occidentales, politique d'abolition,
pour que dans leur contrée, ils en viennent à arrêter, voyez-vous, l'esclavage. Ou le statut de dhimmi encore. Attendez, celui-ci, je vous le rattraperai parce que je ne l'ai pas... apparition de l'esclavage depuis le triangle mésopotamien. On rappellera également ce qui se déroulait même dans les pays voisins. En Égypte, comment sont construites les pyramides. C'était les Blancs là-bas? Non. Donc ils ne nous ont pas attendus pour faire l'esclavage. Il y avait la possibilité, on sait que de tout temps, l'esclavage a subsisté chez les Arabes. Les travaux les plus pénibles sont mis à charge d'hommes privés de leur liberté. Acheter des esclaves germains et slaves était possible. Campagne d'islamisation au Maghreb sans pitié. Et on a bien d'autres choses, mais je vous le garde. Juste, il y avait un petit passage quand même. Les ouvriers asiatiques sont toujours aujourd'hui perçus comme des esclaves impurs. La loi islamique Sharia, instruction d'Arabie Saoudite 1936, permettait d'ailleurs qu'il y ait toujours des filles de vendues au niveau de la Mecque. C'est après les scandales, je crois que c'est en 1962 ou quelque chose par là, ou 68, je ne sais plus exactement, que les Occidentaux ont fait cesser ces ventes d'esclaves. Et ceux qui doutent... attendez, je vais vous mettre... Parce que là, je n'ai pas préparé en fait cette intervention sur ce livre-là, je l'avais juste gardé de côté. Voilà ce qui est de la réalité. Des femmes blanches qui ont été enlevées et qui se retrouvaient prostituées. Il y a plusieurs représentations. Mince. Vous voyez, le livre qui se détache. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est souvent comme ça, de toute façon, dans les ouvrages où vous avez des images en plein milieu. C'est pas assez attaché solidement et ça vient malheureusement à s'enlever. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà le sort des femmes blanches. D'accord? Vendues. Comme des produits, comme des marchandises. Ça existait aussi pour des femmes noires, pour des femmes maghrébines, même de la part des Occidentaux. Mais c'est pour rappeler que, étrangement, ça, vous voyez, ça n'a pas été enseigné à l'école quand même. Et ça parle des Européens, des Français. Dans les harems, des blanches qui étaient mises, ni plus ni moins, dans la nudité, dans l'asservissement sexuel. Continuons. Nous en étions à Daniel Obono, donc, qui exprime son regret qu'un homme blanc soit nommé Premier ministre, comme aujourd'hui Rokhaya Diallo nous fait le remake avec le nouveau Front populaire, où elle dit être éblouie carrément par tant de blancheur. Page 67. Hop. Donc il est dit, ils peuvent ne pas apprécier en fait nos traditions, c'est pas pour autant qu'ils doivent le faire sur notre territoire. Page 73. Alors là, il nous donne un exemple. Parfois, votre activisme me rappelle un truc qui m'est arrivé dans le 18e arrondissement de Paris. Dans un wagon du métro au niveau de la station Marcadet-Poissonnier, excusez-moi de cette mauvaise lecture, je demande à un jeune homme bien noir, perçu comme tel ou pas, de bien vouloir baisser votre musique, s'il vous plaît, monsieur. Et il me répond, je cite, « Vous êtes raciste ?» Peut-être parce qu'étant beaucoup plus normal, majoritaire que moi dans la rame, il voulait me faire savoir que voyager sans entendre à fond son insupportable musique afro-française n'était plus une demande légitime, que c'était un privilège blanc. Et c'est ce que nous observons dans plein de transports en commun, pour ceux qui n'ont pas le privilège de toujours se déplacer en voiture, où vous avez des Africains qui parlent très fortement au téléphone, d'autres qui ne se gênent même plus pour écouter leur musique. On avait une vidéo récemment là, d'une personne donc racisée, qui filme une blanche, une dame d'un certain âge, pour montrer qu'elle lui avait fait un reproche du fait qu'elle mettait sa musique sans écouteurs. Et donc apparemment c'était raciste. Et la femme blanche, malgré tout, lui dira, écoutez, elle restera respectueuse. Je vous ai déjà donné l'exemple. Elle lui dira, écoutez madame, que vous écoutiez votre musique ne me dérange pas. Mais voyez-vous autour de vous, il y a du monde. Il y a ce qui s'appelle le respect collectif. Pourquoi vous faites preuve d'incivilité alors qu'il existe aujourd'hui des écouteurs, des casques et bien d'autres appareils qui permettent de ne pas déranger ses voisins?
Et pour la personne qui filmait, voyez-vous, elle était déjà dans un acte délictueux et elle filme la personne qui lui fait un reproche. C'est le monde d'aujourd'hui. Tout est inversé. Donc un des exemples d'incivilité qui peuvent exister dans... c'est pas on vit côte à côte, on vit bien face à face en fait. Inversion des valeurs à nouveau à la page 74. Qu'est-ce que j'avais mis? Contre Guerlain qui a eu le tort de trouver que la gare Nord ressemblait à l'Afrique, alors que tout le monde voit bien la différence. À Paris, les trains partent à l'heure. Contre un vieillard qui a loupé quelques leçons de rééducation, on sonne la charge de la protestation, on organise le boycott et le bannissement, et les Noirs professionnels, les staliniens de l'antiracisme, mènent le procès. Pauvre Guerlain, devenu un pestiféré pour avoir commis le crime de parler à 80 ans comme il l'avait toujours fait. Est-ce qu'on embête ces vieilles femmes voilées qui se dandinent dans leur sac ou dans leur boubou au pays de l'élégance? Non. Alors, ne pouvez-vous pas laisser Guerlain vieillir tranquille et dire ce qu'il veut? Il est chez lui, plus que vous et plus que moi. Haussons les épaules. Comme quand un vieil oncle lance une chanson paillarde à la fin d'un banquet tout au plus. Et à la page 79, et après il vous restera la page 81 avant de passer à l'autre ouvrage. Ça montre à nouveau que le racisme n'existe pas en France. Ceux qu'on égorge au hasard et au cri de Allah Akbar et que s'empresse de sonner l'alerte, attention, pas d'amalgame. Nous connaissons les false flags, mais nous savons qu'il y a aussi des personnes bien déjantées qui sont radicalisées d'eux-mêmes ou par des groupuscules religieux et qui créent du désordre, voire font des tueries, des massacres sur notre territoire. Écoutez bien la suite du raisonnement. Pas le moindre débordement après la mort du père Hamel, qui animait une association de dialogue avec l'islam égorgé dans son église et dans le cadre de son action pour l'insertion de jeunes musulmans. Mort d'un accident du travail? Non. Pas la moindre ratonnade après des vagues d'assassinats et d'attentats. On défile en nounoursé, avec des pancartes, vous n'aurez pas ma haine. Malgré tout cela, vous trouvez à redire sans jamais dire merci. Voyez-vous, même quand j'enrage devant tant de pacifisme, je suis touché au cœur par notre pays, par tant de grandeur, par la grandeur de la France, que par la bonté des Français. D'accord? Tant par la grandeur de la France que par la bonté des Français. Et ces gens viennent quand même nous critiquer. Alors que lorsqu'il y a un délinquant, Naël par exemple, qui se prend une balle et malheureusement vient en décéder, paix à son âme tout de même, nous voyons des émeutes de partout, des pillages, voire même sa mère carrément, qui, après le deuil, voyez-vous, elle a eu le temps de sortir de l'état de l'émotion, du choc, vient à dire, mais qui ne conduit pas sans permis? Qui n'a pas fait de délit? Donc, il faut le légitimer. Et cette dame-là, lorsqu'on va lui rappeler que des rodéos ou des gens qui conduisent sans permis, il y a quand même des dizaines, des centaines d'affaires où des enfants ont été fauchés. Des vieilles personnes également ont perdu la vie à cause de ça. Ou d'autres ont été traumatisées parce que, voyez-vous, percutées et elles s'en sont remises entre-temps. Mais il y a toujours, au moindre bruit de moteur ou ce genre de choses, la panique. Que dirait la mère de Naël ou bien d'autres encore, qui prennent toujours position pour les mêmes, pour la racaille. Non mais il est normal qu'ils vendent du chichon, il faut bien qu'ils arrivent à faire un peu d'argent, vu qu'ils ne trouvent pas de métier. T'as vu à quelle heure ils se lèvent? 14h, 15h. Ils commencent les démarches pour trouver du travail à 16h. Tu crois que l'employeur, quand il voit quelqu'un ou la boîte d'intérim débarquer à 16h, et sur le CV, il n'y a rien depuis quelques années, elle va se dire, oh bah lui, il est sérieux, tiens, on va le prendre. Non. Donc tout ça, je vous disais, relève de votre imaginaire, qui est très malade, dont vous devriez demander des soins, et auxquels, moi comme d'autres, apporteront les réponses. D'accord? Page 81. Alors attendez, que je retrouve le passage. Quels sont vos modèles, Rokhaya? Malcolm Little, devenu Malcolm X, dans le pénitencier où il purgeait une longue peine pour vol avec effraction. Louis Abdul Farrakhan, qui déclarait, je cite, « L'infériorité de la race blanche et de la religion chrétienne est démontrée par le fait que, en commençant par les découvertes scientifiques,
toutes les conquêtes de l'humanité sont le mérite de l'islam. Le seul blanc digne de respect, c'est mon idole Adolf Hitler qui a éliminé beaucoup de juifs. » Fin de citation, c'est donc Louis Abdul Farrakhan. On rappellera que Hitler était proche de certains islamistes. Il faut s'en souvenir de ça. Que son idée de solution finale n'est pas apparue comme par hasard. Et que je vous ferai d'ailleurs le décryptage de son livre Mein Kampf, qui est par contre assez bien rédigé tout de même, mais qui est inspiré de Thomas More pour une sorte d'utopie, mais surtout de Édouard Bernays pour la psychologie des foules, ou encore de Gustave Le Bon, également. Propagande, psychologie par le socialisme, parce que Hitler était un socialiste sectaire, et je vous prouverai également qu'il était inspiré du principe de population de Malthus et bien d'autres exemples encore. Et il y avait derrière ça une ambition d'étendre une certaine religion et de réformer l'Église, de s'attaquer à nouveau au socle de notre chrétienté. Donc vous voyez, hein, ça passe apparemment, insulter les Blancs comme quoi nous sommes inférieurs, que notre religion ne vaut rien, qu'il n'y a eu aucune création au passage. J'ai pris un livre qui montrera certaines innovations de la chrétienté. Donc non, c'est se tromper. Ou encore on a Mohamed Ali qui dit « Si je vivais en Alabama, je voterais pour celui qui ne mélange pas les Blancs avec les Noirs. Moi, je ne vote pas avec des types comme Sammy Davis qui se marient avec des blondes suédoises. Les chiens doivent rester avec les chiens, les morpions avec les morpions, les blancs avec les blancs. » Ou Martin Luther King, que les Black Muslims appelaient Oncle Tom. Et après, on a bien d'autres choses comme ça. Mais je vous garde toujours un moment de suspense dans les livres. Allons à présent donc dans La peur des banlieues, à la page numéro 7, au tout début. Les banlieues de la peur sont aussi les banlieues de l'islam. Une forme inédite de contre-société aux règles difficiles à identifier dresserait les populations étrangères contre les principes de laïcité par lesquels notre pays a fini par surmonter ces divisions tribales. À la page numéro 10. Le Paris des révolutions du XIXe siècle, quand le faubourg Saint-Antoine concentrait la dangerosité des classes laborieuses, celui du début du siècle, avec les fortifications et la zone, puis le Paris de l'entre-deux-guerres, qui se sentait encerclé par la ceinture rouge des banlieues ouvrières, donc avant qu'il y ait les migrations africaines, on avait déjà des banlieues périphériques, puisque l'idée même de cité banlieue existe depuis le XIIe siècle. D'accord ? À cette époque, il y avait déjà certains dangers qui concernaient ces lieux-là et la classe, on va dire, ouvrière qui faisait paniquer les bourgeois, l'aristocratie. Néanmoins, si nous allons à la page numéro 12 après, la peur des banlieues, c'est encore l'incertitude d'une société sur son devenir. L'ampleur et la durée du chômage, particulièrement du chômage des jeunes, font naître une inquiétude sourde. Celle des intéressés, plus nombreux en banlieue que partout ailleurs, mais aussi celle de tous les autres, directement ou indirectement menacés. À la réalité d'une croissance quasiment ininterrompue et d'une mobilité sociale ascendante, on fait place la perspective d'une remise en cause des statuts, la fragilisation des conquêtes sociales, la difficulté de trouver ou de garder un emploi souvent déclassé, malgré l'élévation du niveau de formation. Je bois une petite gorgée et on reprend. Il y avait aussi le côté de ces banlieues à l'époque qui abritaient Italiens, Belges, Polonais, Espagnols et Portugais. Tous blancs et supposés chrétiens en fait l'expérience il n'y a pas si longtemps. Les banlieues qui accueillent une grande partie de la population d'origine étrangère, comme les quartiers dégradés des centres-villes, sont assimilés à des territoires étrangers par leur peuplement. Donc c'est pas juste sur une couleur de peau ou une pratique de religion. Adolescents regroupés au pied des immeubles, mères de famille en costumes traditionnels, commerces exotiques sont en effet plus visibles depuis qu'a été facilité il y a une quinzaine d'années le regroupement des familles. Donc là, après, on en vient aux années, puisque c'est un livre écrit en 96, donc 15 ans. Bien, nous étions sur la parution de cet ouvrage et nous avons été coupés.
Il est distribué en 1996 et lorsqu'il nous dit que 15 ans en arrière, il voit déjà le regroupement familial, c'est bien des extra-européens dont il est question, qui nous mèneront à notre ruine. À la page numéro 15, il est inscrit que les banlieues, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, se forment au XIXe siècle en même temps que se développe l'industrialisation en France. Là où nous avons des travailleurs espagnols, italiens, allemands ou encore portugais et même belges qui viennent chez nous. Le mot banlieue lui-même est plus ancien puisqu'il remonte au XIIe siècle, comme je vous disais, et désigne alors, comme le rappelle Annie Fourcault, le territoire situé hors des murs d'une ville et sur lequel s'étend la juridiction de cette ville. Placées sous une double assignation sémantique, l'extériorité et la dépendance, les banlieues résultent des progrès du processus d'urbanisation qui substitue à d'anciennes fonctions, maraîchage, détente et résidence de loisirs, l'accueil des populations et des activités de production. Mais alors, que nous réservent ces banlieues ? De la fin du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale, les marges urbaines voient cohabiter un prolétariat industriel éclaté en statuts disparates et un sous-prolétariat occupé à des activités de subsistance aléatoires ou franchement illégales. Escarpes et chiffonniers, récupérateurs de métaux et mauvais garçons, prostituées et vendeurs à la sauvette côtoient dans la zone l'ouvrier des fabriques et le maçon. Nous voyons donc avant la venue d'extra-européens que déjà ces banlieues, malheureusement, abritent certains profils des moins agréables et qui ne veulent pas s'élever. La précarité de l'emploi, une législation du travail plus que sommaire conduisent parfois au passage d'un état à l'autre. Voyez Zola et la littérature naturaliste. Un peu plus tard, Clémenceau parlera d'un quart-état. Cette confusion dans les représentations du monde ouvrier et de la canaille prolonge l'amalgame établi quelques décennies plus tôt à propos de la population des faubourgs et que décrit Louis Chevalier dans ses classes laborieuses et classes dangereuses. L'éloignement vers la banlieue des indésirables qui rendait périlleuse la vie quotidienne à Paris n'a fait que renforcer la répulsion et la crainte, d'autant que les Apaches, par exemple, rappellent par leur virée, dans les quartiers centraux, les halles déjà, la relativité de la distance introduite. Ces derniers, adolescents et jeunes adultes de la zone, récusent à la fois la discipline de la fabrique et les conventions de la société bourgeoise. Donc après, il y a tout un tas de dangers, de mauvais sentiments qui sont partagés. À la page numéro 21, nous voyons que depuis les grandes grèves des cheminots en 1920 jusqu'aux manifestations et occupations d'usines de juin 1936, la partie la plus organisée du prolétariat ne considérait pas l'économie de marché comme un horizon indépassable. L'expérience du Front populaire révélera la complexité d'un passage du terrain de l'entreprise et de la rue à celui de la gestion du politique. Mais l'utopie d'un changement radical de société en fut relativement peu affectée. Nous avons déjà l'utopie du Front populaire à l'époque qui refait surface aujourd'hui avec des propositions qui ne sont pas tenables. Par exemple, le 1600 €, qui en fait est un scandale parce qu'il y avait la prime Macron qui menait à ça, d'ailleurs qui pareil en soi n'est pas tenable sur la durée, mais qui ne rentrait pas dans les critères d'imposition. Bref, je pourrais revenir dessus si vous le désirez. À la page numéro 23, on arrive en fait dans une politique, la politisation de la culture du pauvre, qui fait l'originalité des banlieues rouges en la spécifiant au sein des formes courantes de la sociabilité populaire décrite par Richard Hogarth. Le conflit revendiqué fournit une grille de lecture des rapports entre les communes communistes et l'État. Les pratiques municipales ordinaires s'inscrivent dans la même perspective politique, chaque réalisation contribuant au bien public et transformant en conquête de hautes luttes arrachées à l'adversaire. Donc en fait, on voit que les banlieues à cette époque sont tenues en majorité par les rouges, les communistes. Ceux qui vont favoriser après à venez comme vous êtes, ne parlez même plus la langue du pays où vous allez résider, ne vous intégrez pas, ne prenez pas la culture, mais imposez-vous.
Et après, c'est là où les radicalités, les mauvaises mœurs se suivant dans ces banlieues, les agressions et bien d'autres choses encore, l'insécurité, mèneront à une peur des ghettos. Donc à la page 24, déjà, on a Jacques Doriot, qui lui était, voyez-vous, pour ces banlieues et certaines revendications. Bon, on le voit qu'il a été dans la traîtrise à l'époque. Il est passé quand même sous l'uniforme allemand, hein, toujours les mêmes. Front populaire, trahison de la nation, les socialistes sectaires qui ont été les plus grands collaborateurs et, voyez-vous, ont permis en fait au socialisme d'échouer à l'international et donc de se ramener au national et d'inclure tous les drames. Oui, c'est ça le socialisme, qui en souhaite un communisme. C'est un fascisme poussé. Quand il n'arrive pas à faire tous ses crimes, à s'imposer par son nazisme, il le tente par le côté de Lénine avec le communisme. Alors après, on continue à la page 25. Et voilà que les banlieues rouges ne vont pas tarder à connaître leur fin. Mais la crise apparue au milieu des années 70 réactive avec le malaise des banlieues la peur suscitée par leurs habitants. Est-ce que cette peur est un mauvais sentiment ou est-ce justifié? Comme jadis, c'est sous une double face, délinquance et criminalité d'une part, émeute urbaine de l'autre, que se profile le danger. La dimension politique est moins saillante du fait du déclin du communisme et de l'effacement du mouvement ouvrier, mais un élément relativement nouveau, l'ethnicisation, je vais y arriver avec ce mot, est lié à la présence d'une importante population d'origine non européenne, est venu en aviver la perception. La peur des ghettos. La peur des banlieues a ses repères historiques, un vieux fond de schéma mobilisable. Elle a aussi ses références étrangères, actuelles ou récentes, qui, le plus souvent, renvoient au monde anglo-saxon, Watts, South Central, Birmingham, Brixton ou Liverpool, des villes qui brûlent, des quartiers soumis au pillage et à la destruction aveugle, avec comme corrélat aux émeutes urbaines le ghetto, les gangs, la drogue et les affrontements interethniques. Ce qui est moins interrogé dans ce livre, c'est quelles sont les populations qui mènent tout ce chaos. Que ce soit à South Central, Watts, ou encore Brixton ou Liverpool, ou même en France aujourd'hui. Les spécialistes des États-Unis invalident la comparaison, ou tout au moins la relativisent fortement, mais ce sont des universitaires toujours disposés, croit-on, à empêcher de penser dans des catégories fortes et pratiques. Certaines banlieues françaises s'apparenteraient donc à des ghettos. Et ça, Raymond Barre en décelait le risque de formation dès 1977. Donc les politiques de « on ne pouvait pas anticiper » sont dans un mensonge pur et dur. Parce que on voit très bien que, pareil, les trafics de stupes, d'armes, de contrefaçons et bien d'autres choses aujourd'hui sont promotionnés par même les réseaux sociaux. Ils utilisent des plateformes. Donc si le gouvernement voulait mettre fin, il le pourrait. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est simple. Regardez déjà la mort de Naël, ce que ça a fait. L'arrestation de temps à autre de certains grands délinquants. Non, parce que ce n'est pas des bandits. Hein. Ils se prennent pour tels, mais voyez-vous, ils ne sont pas dans ce grade-là. Toujours les mêmes. Et ils sortent après, le soir venu, ça tire des fusées, ça tire des mortiers, ou encore ça va caillasser et attaquer les policiers qui viennent. Les mêmes maintenant, qui ne se limitent d'ailleurs plus aux 17, mais vont aussi s'en prendre aux pompiers, au SAMU. Au point où, dans certains quartiers, les personnes qui viennent appliquer des soins, pour sauver des êtres humains ou leur venir en aide, ne veulent plus y aller. Parce que quand leur voiture est stationnée, ils sont en train de se faire piller la valise ou les quelques euros qui traînaient pour le café. Et ce sont les mêmes, après, dans ces quartiers racisés, qui vont me dire « nous sommes délaissés ». Mais sans jamais condamner les petites vermines qui descendent d'eux-mêmes, qui sont leur progéniture. Le ghetto, pour ceux qui disent « oui, nous sommes parqués dans des ghettos », en fait, la définition, on va la voir. Comme le fait remarquer Pierre Bourdieu, le ghetto se définit d'abord par l'absence.
il résulte d'un ensemble d'évolutions et de traditions. Tradition d'une ségrégation raciale constitutive de l'histoire des États-Unis, tradition dans l'appropriation de l'espace urbain, fondée sur le regroupement spatial des communautés d'immigrants, traditions qui vont à l'encontre du mythe du melting pot. Les évolutions sont d'ordre économique, social et politique. La délocalisation des activités de production et de services privés d'emploi les habitants des ghettos. Prive d'emploi, excusez-moi, les habitants des ghettos. La transformation de la nature des emplois et des qualifications exclut une main-d'œuvre peu qualifiée. Qu'est-ce qu'ils attendent? Aujourd'hui, il existe le compte pour formation, que bon nombre de ces quartiers ont détourné par des entreprises toutes bidons qui leur proposaient une console ou de retrouver un peu de cash en échange. Donc il y a largement de quoi se former. En France, il y a également tout ce qui est des alternances. Je vous en parlais, par exemple dans la Bretagne, il y a Retravailler dans l'Ouest. Et bien d'autres entreprises comme ça qui existent, qui permettent l'alternance, donc d'être formé. Et dans plein de secteurs. Il y a également les CFA, qui sont ouverts, je crois, jusqu'à plus de 26 ans, gratuitement. Où tu prends un salaire, en plus tu es formé. Donc c'est un mythe de dire qu'ils n'ont pas accès aux emplois et ils ont été délaissés parce qu'ils n'ont pas le niveau, ils sont peu qualifiés. C'est sûr que quand tu arrives à 30 ans, que tu ne t'en es jamais donné les moyens, que ton CV est vide, quand tu te présentes face à un patron, l'inquiétude est présente. T'as quoi à lui offrir? Qui lui dit que tu ne quitteras pas l'emploi au bout de 2 semaines parce que tu seras lassé et que tu ne te rappelais pas ce qu'était le monde du travail et que c'est trop pénible pour toi d'avoir des ordres, comme on en voit certains sur Internet, assis dans un canapé, qui disent que commenter l'actualité, c'est un métier. Et au passage, qui t'expliquent qu'ils ont une entreprise et qui payent des charges, c'est eux qui te nourrissent. Alors que jour et nuit, il n'y a pas de délai, mais ils appellent tout le temps au don. Parce que leur travail ne rapporte rien. Il n'y a aucune vente. Donc ils appellent au don. En plus du RSA et des APL qui leur permettent de payer leur loyer et la bouffe pour les gamins, etc. Et c'est ces gens qui veulent nous donner des leçons, voyez-vous. Mais là, on est sur le même ordre. Et voyez-vous, ce personnage que je viens à vous prendre pour exemple, qui est sur Internet, pour lui, c'est être esclave que, par exemple, les enfants aillent à l'école et qu'on leur dise à 8h ça commence et à 16h c'est terminé. Ah non, en fait, c'est logique. Ça met un ordre biologique et les professeurs ne vont pas faire cours à 23h. C'est tout à fait rationnel. Le fait que quand tu occupes un emploi, il est tout à fait normal que tu te présentes à telle heure. Parce que le magasin va ouvrir ou parce que derrière, il y a un service client à voir. Vous voyez, c'est le même idiot qui va, voyez-vous, crier de colère parce que le service téléphonique, je ne sais pas, de son opérateur, par exemple Internet, vient fermer à 21h. Et qu'il essaie de le joindre à 21h30 parce qu'il y a un problème de connexion. Voilà les profils un peu des gens pitoyables, qui trouvent toujours, entre guillemets, une oreille pour venir se plaindre. En tout cas, ça ne sera pas la mienne. Page numéro 28. Donc on voit que la frange supérieure de population noire, par exemple, la frange supérieure de la population noire, mais on pourrait aussi prendre maghrébine, etc., qui a bénéficié de ce mouvement, a ainsi en partie rejoint, dans ses positions sociales et dans ses modes de vie, la bourgeoisie d'origine européenne et quitté le centre des villes pour les banlieues résidentielles. Combien vous en voyez qui maintenant quittent la banlieue, vont en campagne ou en périphérie? Ou même carrément s'installer dans les quartiers chics. La mauvaise réputation qui s'attache au territoire ghettoisé forme obstacle à l'accès et à l'emploi de leur population. C'est donc à une pluralité de logiques qu'obéissent la transformation et la dérive des ghettos des villes américaines. Le résultat est la constitution de territoires paupérisés, échappant au droit commun et obéissant à des logiques autonomes. La violence quotidienne et la criminalité dominent. Aujourd'hui en France, par exemple, Dupond-Moretti nous dirait que c'est un sentiment, une sensation trompée. À la page 29, prévalence d'une économie de la rue,
Ok. L'âpreté de la concurrence qui se livre pour l'appropriation des ressources procurées par l'économie de la rue, pratiquement les seules disponibles en dehors d'une aide sociale très insuffisante, génère le recours permanent à la violence, fragilise la cohésion de ces bandes de jeunes parmi lesquels la consommation de drogue s'est généralisée en multipliant les affrontements internes toujours sanglants, tend à repousser l'âge de sortie du gang en faisant une organisation mafieuse plurigénérationnelle. Ça, c'est incroyable. Les aides sociales ne sont pas suffisantes pour ces gens-là. Donc tu leur payes leur bouffe sans qu'ils travaillent. Tu leur permets d'accéder à la bibliothèque gratuitement, etc. pour se cultiver. Tu leur payes les transports en commun pour qu'ils se déplacent gratuitement par les aides municipales. Tu leur rends disponibles des associations pour la bouffe, les vêtements et ce genre de choses. Même des fois pour les cadeaux de Noël pour les gamins, donnés par les bourgeois qui détestent tant, mais qui eux se mobilisent dans les banques, administrations et bien d'autres secteurs, et qui sont tous joyeux, voyez-vous, de récupérer les biens de leur enfant, et au lieu de les donner en héritage, vont plutôt en faire un don aux assos. Ou encore vont leur acheter carrément des jouets tout neufs. Pour à la fin se faire critiquer, et la plupart qui font ça, c'est des blancs. Donc, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, mobiliser pour notamment collecter comme ça dans les entreprises CARSAT et des banques et bien d'autres choses encore, des cadeaux pour les nécessiteux qui pour la plupart viendront des quartiers, pour qu'à la fin ces mêmes gens viennent nous cracher dessus, détériorer le mobilier, voir s'ils pouvaient brûlerait notre maison. Et on nous dit, ce qui est quand même grave, que tout ça ne leur suffit pas. Ces mêmes gamins, ou en grandissant, jeunes adultes, adolescents, parce qu'en soi ils ne prennent pas conscience vraiment de leur mesquinerie, qui sont prêts à tout, et qui vont te dire ouais, c'est parce qu'on n'a pas assez ou on est délaissé. Qu'est-ce que tu veux en fait? Bah, je veux l'Audi A6, je veux partir en vacances, je veux également les vêtements de marque. Ah, en fait, tu veux une vie luxueuse sans jamais travailler. Même les ouvriers que tu dénoncerais entre guillemets dans ceux qui sont recrutés dans les emplois à 2000 ou 2500 ne peuvent pas se permettre tous les ans de partir en vacances, de se faire des locations de RSQ3, ce genre de choses. Mais vous, dans les quartiers, vous venez à pleurer comme quoi vous manquez de tout, alors que à chaque mariage, ça sort les gamos qui sont en location à plus de 500 ou 1000 euros la journée. Ça sort des cadeaux, ça sort des parfums, je ne sais combien de centaines d'euros, ou bien d'autres choses encore, des vêtements et compagnie. Et il n'y a pas que du flash. Vous fumez toute la journée, vous utilisez tout ça, ça coûte de l'argent. Donc moi, leur chouinerie de discrimination, j'y prête même pas attention, je m'assois sur leurs revendications. Et il faut leur dire, fraîchement, c'est terminé. À la page numéro 30. À l'origine, comme souvent, un incident à caractère soi-disant raciste impliquant la police, les méchants, le tabassage d'un automobiliste noir par des policiers blancs et l'acquittement de ces policiers par un jury composé exclusivement de blancs. Donc là, on parle pour les États-Unis. Entre le point de départ de l'émeute et ce bilan interfèrent plusieurs logiques dont les effets se cumulent. Écoutez bien, aux États-Unis, la tension entre blanc et noir recoupe la tension entre positions sociales opposées. South Central n'étant pas éloigné de quartiers résidentiels opulents. Au déni de justice, révélateur d'un comportement raciste ordinaire de la police de Los Angeles, répond l'explosion de la haine à l'égard de la police blanche dont témoignent les violences exercées par les émeutiers noirs sur quelques victimes. C'est-à-dire que eux vont se plaindre de contrôle, mais la police à majorité blanche ne doit pas se plaindre d'être caillassée, insultée, violentée par des racailles, qui sont en majorité racisés. Ça va toujours que dans un sens. Pour les États-Unis, il en est de même. On voudrait laisser entendre que tous les flics sont racistes. Après, il y a des idiots qui disent qu'il n'y a aucun raciste. Ça serait mentir. Mais l'affaire de George Floyd ou d'autres encore, sur 10 ans, 20 ans, 50 ans, c'est combien d'affaires? C'est déjà trop, mais c'en est combien? Face à des policiers qui se font marbrer en rentrant chez eux, ou encore qui ont des proches qui se sont fait poignarder pour quelques dizaines d'euros, et bien d'autres choses encore. C'est toujours que dans un sens, c'est bien ce que je me disais.
Cependant, cette tension n'est pas seule en cause. S'y ajoutent les oppositions entre minorités, latino, asiatiques et noirs. Contrairement à une idée répandue, les quartiers qui abritent les ghettos ne sont pas le plus souvent monoraciaux. Ils sont l'objet d'une vive concurrence entre une population hispanique d'immigrants récents, dont le poids démographique s'accroît fortement, et la population noire paupérisée, tandis que les Asiatiques, coréens en l'espèce, tiennent des commerces de détail ou des ateliers de confection sans résider dans le quartier. Ça me fait penser aux Asiatiques qui sont en France, qui sont aussi dans des affaires délictueuses, mais dont on entend peu parler. Et demain, lorsque eux arriveront, on va dire, à bien s'insérer au bout de 2, 3 générations et finalement à obtenir un même confort que les locaux, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont être insultés par les Noirs et les Arabes, et les Maghrébins, qui vont chialer aux privilèges des Asiatiques. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est juste parce qu'ils arrivent à s'en sortir. C'est-à-dire que quand les Arabes, les Noirs, les Maghrébins ouvrent des boutiques en ville, montent des commerces qui font fortune, même blanchissent de l'argent, on ne doit rien dire. Vous voyez, apparemment, c'est pas, ils n'ont pas réussi, hein, ils sont toujours oppressés. Mais lorsque ce sont des Blancs ou des Asiatiques, là, directement, il faut crier au privilège. Donc après, les émeutes ne sont jamais justifiables, mais il y en a qui tentent de dire « mais regardez, c'est une colère, ils sont trop sous tension ». Il est rappelé les émeutes de Brixton, qui ont débuté sur les rumeurs de méchants policiers racistes, comme toujours, comme en France d'ailleurs, devrais-je dire. Et donc sur un homme racisé, une chance, qui a été victime d'un mauvais contrôle, etc. C'est comme ça que Brixton, ça part en live. À la page numéro 32, donc là on a donc ces émeutes de Brixton, numéro 33. Les émeutes n'ont épargné ni les pompiers, ni les ambulanciers. Allons à présent à la page 36. L'état critique des territoires paupérisés en dit plus long sur le fonctionnement des sociétés qui les ostracisent que sur les variations attendues des comportements sociaux de leurs habitants. Naturaliser les conduites d'adaptation de leur population revient à inverser l'ordre des choses et à constituer en fait autonome ce qui se présente d'abord comme résultat de la démission de la puissance publique et conséquence de logiques économiques et sociales sur lesquelles ne s'exerce plus une forte régulation. Je vous avais pris après d'autres choses. Je vous montre juste un instant, parce que vous voyez, j'ai des petites notes, c'est écrit en tout petit, donc des fois le temps de retrouver là où je vais vous emmener. Le Civil Rights. Donc l'état critique des territoires, c'est ok. Le fonctionnement des sociétés qui les ostracisent, c'est toujours la même chose. Et à la page 37, on a malgré le Civil Rights Act de 1964, je l'ai mal prononcé, je ne suis pas bilingue, complété par des dispositions postérieures pour lutter contre la discrimination raciale et la mise en œuvre d'une affirmative action. La ségrégation raciale se perpétue par le détour des inégalités sociales. L'accès aux droits civiques s'est étendu à l'accès aux positions de pouvoir politique et les 5 plus grandes villes américaines ont eu, depuis lors, un maire noir, au moins pour la durée d'un mandat. Mais, contournant la loi, la tradition survit dans la reproduction et l'aggravation des discriminations économiques qui frappent près d'un tiers des 30 millions de Noirs américains. Bien évidemment, les pauvres. Page 41, donc là on est sur la crise du logement. Le malaise des banlieues françaises n'est pas assimilable à la question des banlieues qui résulte d'une opération de construction dans le champ politique et dans le débat public. Il trouve son origine dans la conjonction de 3 processus qui s'appliquent à l'ensemble de la société française en exerçant des effets amplifiés dans les banlieues. Il s'agit de la crise du logement social, du chômage d'exclusion et de l'intégration des populations d'origine étrangère. Aux effets de chacun de ces processus s'ajoutent ceux de leur cumul sur un même territoire, ce qui pose le problème de la place des banlieues dans l'ensemble national au regard du principe républicain d'égalité et celui de la manière dont leurs habitants sont représentés. Je vais vous lire après certains trucs comme ça, au pire.
Les cloisons préfabriquées solidaires entraient le rendre... Ah oui, ouais, parce qu'en fait, ils ont créé des immeubles très rapidement, mais ceux-là ont été détruits hein, par la suite, et il y en a eu d'autres qui ont été refabriqués. Mais à l'époque, pour construire des HLM et faire venir un maximum de monde après pour avoir une... à France, et c'est plus la France, c'est l'Afrique, quelque part, et ben ils ont construit des bâtiments où les cloisons étaient, voyez-vous, elles faisaient passer le son d'un étage à un autre, quoi. Il n'y avait plus rien, tu n'étais pas vraiment chez toi. Ces bâtiments qui étaient quand même mal établis, il y avait même des trappes où vous pouviez vider vos ordures, ce qui faisait remonter des odeurs et aussi entraîner, voyez-vous, bah, on va dire, un passage de son qui viendrait après déranger aussi les voisins. Aujourd'hui, les constructions n'ont plus rien à voir, les ingénieurs sont passés par là, et la plupart des habitations sont vraiment agréables, où on peut y résider vraiment dans un confort. Derrière, il y a des petites structures en bas pour les gamins qui jouent, il y a aussi des endroits pour se poser, bref, ça n'a vraiment plus rien à voir. Et pourtant, bah, les nouveaux arrivants ont chassé les anciens, par leur mauvais comportement. Les bruits à toute heure, les gens qui traînent en bas des bâtiments et ont carrément installé des canapés, ce genre de choses. Les tags à tout va. Les boîtes aux lettres défoncées où les autochtones se font voler leur courrier. Les voitures brûlées où ce n'est jamais celle de Mehdi ou encore de Chance ou de ce que tu veux. C'est toujours François Bernard qui se faisait cramer son auto. Donc ils ont décidé de se barrer. Et les grands ensembles, et dans une moindre mesure les villes nouvelles, se retrouvent à contre-courant, au profit des nouveaux villages et des centres-villes réinvestis par les couches moyennes. Ces tendances ont des conséquences évidentes sur la composition du peuplement des grands ensembles, dès le début moins interclassiste dans la réalité que ne l'avaient souhaité leurs concepteurs. On a bien identifié la nature des flux, le départ progressif des employés, des techniciens et des couches supérieures de la classe ouvrière, leur remplacement par des familles paupérisées, parmi lesquelles une proportion croissante est d'origine étrangère. Une modalité particulière d'aide sociale favorise cette substitution depuis 1977. L'aide personnalisée au logement, APL, qui garantit les bailleurs contre l'essentiel des risques d'impayés des loyers. Assignés au rôle d'accueil des usagers les moins fortunés du parc locatif, les grands ensembles vieillissent mal. Les rares commerces ferment, sont en difficulté ou se transforment en commerce ethnique. Et voilà comment s'est opérée la transformation. Aujourd'hui, dans les quartiers, vous ne verrez plus une charcuterie-boucherie française, mais du halal. Ou vous ne verrez plus de petits cafés, on va dire, du coin, mais plutôt des cafés communautaires pour les étrangers. Voire islamisés, où certaines femmes ne peuvent pas s'y rendre dans certaines tenues. Voire pas s'y rendre du tout. Donc on voit que les APL arrivent en 77. 3 ans seulement après le regroupement familial. 3 ans seulement. Parce que les gens qui y résident, pour la plupart, n'auraient pas pu accéder au logement si on ne leur mettait pas une garantie, puisque ce sont des mauvais payeurs pour bon nombre. Donc, en plus de profiter, ils ne payent pas. Les rares commerces ferment, donc les incidents de voisinage sont monnaie courante, même si ça a toujours existé, hein, même entre Français, la commère qui vient te faire chier, qu'est-ce que tu fais? Ça te regarde? Non, bon, voilà, ce genre de choses. Mais là, on est dans des problèmes même de voisinage plus intenses. Les incivilités. Bien évidemment, la dégradation des mobiliers. Cependant, les modifications apportées au peuplement restent relatives et les grands ensembles conservent une certaine hétérogénéité sociale. L'étude menée en 1991 par l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France sur 46 quartiers relève une proportion de 40% d'ouvriers et de 36% d'employés parmi les actifs. Comme quoi, ça n'abrite pas que les plus pauvres. Page 48. Donc le chômage est plus important, raréfaction de l'emploi industriel dans les années 90 déjà. Donc que sont-ils venus faire en France? Et ce que j'ai bien apprécié, c'est la page qui suit, 49.
Parce qu'en fait, on rappelle, hein, la pénibilité de la tâche, la contrainte de la discipline, la faiblesse des rémunérations sont évoquées. Le genre de choses où aujourd'hui on entend je me lève pas pour 1 300 euros. Et ça laisse quand même par contre leur mère aller faire le nettoyage et ce genre de choses, hein. Oui, c'est bien les mêmes. Beaucoup de jeunes n'envisagent pas leur devenir dans une condition ouvrière que tout concours en France à rendre peu attrayante. Qui veulent être cadres sans les études, sans avoir le niveau, ils veulent débarquer par exemple, je ne sais pas, dans l'architecture, mais sans savoir comprendre déjà un plan. Or, en structurer un, c'est une autre mission. Veulent rentrer en banque sans comprendre le système financier, ni même la gestion d'un compte, la différence entre un prêt bancaire, un crédit renouvelable et bien d'autres choses. Donc ils veulent des postes dont ils n'ont pas la maîtrise. Beaucoup de jeunes n'envisagent donc pas leur devenir dans une condition ouvrière, rareté de l'emploi industriel et désaffection conjuguent leur effet, privant les jeunes, chômeurs ou salariés précaires, les moyens d'une projection dans un avenir assuré. Aussi, c'est le rêve de rôle inaccessible à la majorité qui en tient lieu. Voilà ce qu'ils veulent être aujourd'hui. Vedettes de rap, champions sportifs, commerçants ou entrepreneurs ayant réussi vite et bien, en qui les médias emblématisent la banlieue qui gagne. La banlieue qui gagne, c'est du Mbappé, c'est du Mohamed Eni influenceur, c'est encore, voyez-vous, d'autres rappeurs, Ayam et bien d'autres, voyez, de leur groupe, du Fianso, ce que vous voulez. Tiens, c'est bizarre. Si on était dans un pays raciste discriminant, les algorithmes mèneraient, voyez-vous, en chute libre tout ce qui peut réussir. Les sélectionneurs de l'équipe de France viendraient à mettre de côté tout ce qui est noir ou arabe. Parce que j'entends certains, il n'y a que les noirs, les arabes qui sont compétents. Non, non, il y a des blancs aussi. Il suffit juste de regarder dans la Ligue 1 ce qui se déroule déjà. Et combien ont été sortis du cursus. Ce n'est pas une couleur de peau qui fera que tu es meilleur. Malgré ce que les Noirs voudraient laisser entendre avec leur communauté, ou ce que les Arabes également voudraient laisser croire. Non. C'est d'un côté, pas de racisme, il n'y a pas de différence, et de l'autre, regardez, on est les meilleurs dans le rap, les meilleurs dans le sport, les meilleurs en commerce, et les meilleurs. Parce que noir ou parce qu'arabe. Le Boucher, en gros, d'origine maghrébine de Marseille, l'équipe de foot de Noisy-le-Sec, le groupe NTM de Saint-Denis, ostracisé par le maire FN de Toulon, ou Ayam de Marseille, et pourquoi pas Bernard Tapie, produit et vendeur de la réussite banlieusarde à la portée de ceux qui veulent vraiment s'en sortir. Les pauvres ont toujours eu leur héros, mais on avait, la plupart du temps, du travail à leur proposer. D'autres figures moins brillantes représentent des rôles professionnels enviés et accessibles à quelques-uns. Animateurs, professionnels de la politique de la ville. D'ailleurs, combien d'animateurs qui ne sont pas français pure souche? De Hanouna à, par exemple, celui qui était sur France 2, là, qui y est peut-être toujours. Nagui et ce genre de choses. C'est pas la souche française. Ça va crier à quoi, là? Ah, c'est des sionistes. Ah, tiens, oui, on avait oublié cette démarche-là. C'est vrai. Quand c'est pas la faute des Blancs, c'est la faute des sciencions. Page 50. L'économie parallèle. Pour les flemmards du vrai travail, voilà que se sont organisées des hiérarchies, parce qu'ils n'aiment pas obtenir des ordres d'un supérieur, d'un manager, mais par contre, ça ne les dérange pas d'avoir les ordres d'un plus grand, entre guillemets, ou d'un plus haut placé dans la rue, qui leur dira, toi, tu seras chouf, toi, tu vas tenir, toi, tu vas vendre des barrettes, toi, tu ramènes tant. Ça ne leur dérange pas. Toutes ces contradictions qui les habitent. C'est pourquoi l'économie parallèle, le business des trafics divers et au premier chef celui de la drogue exercent leur attrait. Gain facile entre guillemets, parce que c'est un engrenage. Et attention à celui qui fait trop de chrome ou ce genre de choses. Ou celui qui fait bien son business et qui derrière va entraîner des jaloux qui vont à la fois lui vendre et tenter de lui mettre la carotte. Hein? Toujours les mêmes races entre guillemets.
Gain facile, risque réduit, conscience légère du délit du fait du ressentiment nourri à l'égard de la société. La drogue se fraye aisément son chemin. Et je rappellerai que il y a des règlements de compte aujourd'hui qui deviennent de plus en plus violents, mais il y en a d'autres qui sont dans l'humiliation. Il y en a certains, pour un 100 balles, ils vont s'amuser à humilier leurs clients. Et comme ils ont parmi leurs clients des LGBT ou ce genre de choses qui n'ont pas d'honneur, ils vont se laisser avoir. D'autres qui vont faire tapiner des femmes. Et ils s'en foutent de l'âge, 18 ans ou pas 18 ans, ou 15 ans ou pas 15 ans, ils vont la faire soit tapiner, soit eux-mêmes vont, entre guillemets, passer dessus. Pour quelques dizaines d'euros de chichon, par exemple. Rappelant que ce qu'ils vendent à 5 ou 6 euros le gramme, ils l'ont touché à 1 ou 2 euros. Donc, dans la réalité des faits, par exemple, pour un 50 balles, c'est question de 20 euros. La personne, ça ne la met pas dans le mal, mais il va quand même profiter de la vulnérabilité des jeunes femmes qu'il a face à lui pour les faire tapiner. Et qu'on ne me dise pas que c'est un mythe ou je sais pas quoi. Je sais très bien comment fonctionnent ces réseaux de merde. Je les ai très bien vus à l'œuvre pour certains. Sans âme, sans cœur. Juste des démons sur pattes. Et les mêmes qui crieront, voyez-vous, qu'ils sont ostracisés, qui n'arrivent pas à s'insérer dans la société. Le nombre d'horreurs qui sont commises sur des blanches ou non d'ailleurs, c'est ignoble. Je vous en ferai peut-être un sujet un jour de ça. C'est comme des sectes quelque part, voyez-vous. Et il y en a certains, moi par exemple, je connais des gens aussi, voyez-vous, qui, s'attaquant à ceux qui, entre guillemets, leur ont fait du mal, ont pris genre des 3 ans à 5 ans. Par exemple, un arabe qui mettait une carotte à un blanc, parce que pour lui c'est un petit gouer, il va rien faire. Le petit gouer, il est revenu, il a saisi donc l'arabe, il l'a amené quelque part, il l'a attaché à un arbre, il l'a frappé, bref, ils ont fait des choses. Ils lui ont fait bouffer jusqu'à son sang, etc. Et la personne a porté plainte pour barbarie, pour bien d'autres choses. Vous voyez ? C'est-à-dire que, et racisme, bien évidemment, il faut ajouter ça à la note. Alors qu'à la base, le problème venait, voyez-vous, de quelqu'un qui veut le beurre, l'argent du beurre et bien d'autres choses encore. Et l'humiliation qui va avec. Mais quand ça se retourne et qu'il voit qu'en fait, il n'y a pas de blanc, de noir, d'arabe, ce genre de choses, parce que c'est pas sur une couleur de peau que tu vas juger les actes de quelqu'un, c'est pas sur son physique que tu peux, entre guillemets, l'habit ne fait pas le moine. Tu peux le voir très calme, etc. Mais il peut être très stratégique. Tu peux peut-être te voir dangereux en groupe ou avec un Glock, mais il n'en sera pas de même face au vrai danger. Et donc c'est là le problème de ces quartiers, par exemple, qui ont ramené à ça, voyez-vous, à des carottes entre les uns et les autres, qui ont amené donc à des conflits jusqu'à ce qu'on observe aujourd'hui. Comme je vous dis, des petits gamins qui, pour 1000 ou 2000 balles, vont pas hésiter à faire ce qu'ils appellent un contrat. On en est rendu là. Aujourd'hui, fumer quelqu'un, lui tirer dans les pattes, lui briser les rotules ou ce genre de choses, c'est un contrat. Parce qu'on est dans la France orange mécanique. Mais en fait, c'est un modèle international où les gens de bien n'ont pas agi contre ceux qui faisaient de la merde, où ont minimisé leur acte et ont passé les barrières cognitives. C'est-à-dire que c'est la fenêtre d'Overton, c'était inacceptable et ça devient normal. Se droguer était inacceptable, ça devient quelque chose de classique qui n'est pas passé par là. Vendre, c'était inacceptable. Aujourd'hui, quelque part, qui n'a pas déjà fait, on va dire, le petit intermédiaire, voire pour ceux qui sont montés, le vendeur de plaquettes, ou carrément le transporteur de kilos, ou plus que ça encore. Et comme les barrières sont franchies à chaque fois, maintenant, c'est qui n'a pas été défoncé quelqu'un, pour un tarot pas payé par exemple, ou encore, plus grave, qui n'a pas été chlassé, ou attiré dans les pattes. Voilà, on en est rendu. Ou à placer un contrat. Parce que c'est plus seulement une question de tu me dois tant, etc., comme je vous disais tout à l'heure. C'est des démons sur pattes. C'est-à-dire que c'est l'humiliation qu'ils aiment là, qui les habite. Tu vois, c'est dire, moi je peux faire fumer quelqu'un pour quelques euros. Je peux la faire tapiner également en la mettant dans l'enlise, etc. Bref, je ne vais pas m'élargir sur le sujet, mais c'est vous dire l'horreur de ces banlieues dont les politiques ont très bien conscience mais ne veulent pas parler parce qu'on est sur la vraie violence,
dont certains qui ont participé à des trafics ou en ont été témoins ou bien d'autres choses encore, même des fois des victimes, qui ne me parleront jamais. La peur des représailles. Ou de passer pour un fou. Ou bien d'autres choses encore. Ceux qui sont dans les quartiers, qui ont traîné avec certaines personnes, qui ont fait des actions mauvaises dans leur vie, etc., savent très bien de quoi je parle. Et voient la radicalité entre le avant de celui qui est dans son petit coin qui ne va pas emmerder, à celui qui prend le hall maintenant, et à ceux carrément qui vont contrôler les voitures qui rentrent. Entre autres. Je ne suis pas fou. Donc gain facile, risque réduit, plus vraiment. Conscience légère du délit du fait du ressentiment nourri à l'égard de la société. La drogue se fraye aisément son chemin. Et c'est ce qui mène au phénomène, pas encore de gang, mais pas loin de bande en tout cas. D'accord. Et que tu le veuilles ou non, dès que vous êtes 3, c'est bande organisée. Ta peine n'est plus la même. Tu peux même passer en criminel si vous êtes éparpillé sur le territoire. Ce qui mène à des associations de malfaiteurs et bien d'autres choses encore. Et donc, si tu t'attaques au groupe, de facto, comme tu appartiens à la bande, il faut aller défoncer les autres. Il faut la représaille. Et ça monte de niveau en niveau. Il y a certains quartiers qui ont réussi à faire redescendre la pression parce que, en grandissant, ceux qui étaient petits voyous de l'époque, qui se matraquaient, qui sortaient des chaînes, qui se défonçaient la gueule comme ça, qui se mettaient des points de rencontre, on grandit. Et même des fois, on fait affaire avec les autres ou se retrouver à se fiancer avec eux. Bref, ça a limité. Mais la France des années 90 était déjà extrêmement violente. Moi, je ne l'ai pas connue à cette époque-là. D'accord ? Celle d'aujourd'hui l'est d'une manière différente. Et c'est, on va dire, plus de fourberie. Pourtant, elle ne représente jamais, à la différence des ghettos américains, le flux principal, ni même un des principaux flux de circulation monétaire dans les quartiers de grands ensembles. Pour autant qu'on le sache, cette activité obéit elle-même à une forme de hiérarchisation qui fait de la plus grande partie des revendeurs consommateurs en même temps une main-d'œuvre traitée sans prodigalité excessive et de ce commerce à revenus d'appoint cumulé à d'autres sources de revenus. Donc ça, c'est ce qui diminue les actes et de ce que ça engendre derrière. Je vais essayer d'avancer un peu, de ne pas tirer en longueur. Page 52, usage de médicaments psychotropes, d'alcool, ouais, ça c'était pas mal. Dans les banlieues populaires, le cas de figure dans lequel les fils ne parviennent pas à obtenir un emploi quand le père a définitivement perdu le sien n'a rien d'exceptionnel. Le coût social d'une telle situation est lourd et mériterait d'être comparé avec les gains retirés d'une réduction des postes de travail. Il ne s'agit pas seulement du coût propre des allocations de chômage dont la masse globale exorbitante suscite des spéculations ingénieuses dignes du concours Lépine, mais de ceux matériels et moraux générés par la désaffiliation de l'univers du travail d'une partie importante des catégories populaires. Pour les chômeurs des grands ensembles, de la résidence, des grands ensembles, l'enfermement dans l'espace monofonctionnel de la résidence représente un facteur d'aggravation. Privés de la mobilité et de la socialité procurée par l'exercice d'un emploi, ils subissent cette relégation bien décrite dans un rapport brillant de l'ancien délégué interministériel à la ville, Jean-Marie Delarue. La fréquence de l'usage de médicaments psychotropes, de l'alcool et de la drogue chez les plus jeunes, la dissociation des familles, la déstructuration de la vie quotidienne en constituent d'invisibles conséquences moins évoquées que la montée de la délinquance ou les violences urbaines, mais finalement bien plus redoutables. Qu'allons-nous faire de ces névrosés, de ces gens qui ne croient plus en un avenir, qui sont défaitistes? Leur seule activité, c'est le jeu du chat et de la souris. Faire venir les flics, les défoncer ou aller se cacher. Vendre, fumer toute la journée, défoncer. Aujourd'hui sous protoxyde d'azote. Prendre des ballons, couper carrément son cerveau de l'oxygène. Et rigoler comme des teubés pendant 10 ou 20 secondes, comme des cas sociaux. Les mêmes qui se moqueront en plus des handicapés. Et qui finiront par le devenir à force. Page 55. Donc après, ce que je peux faire, c'est que je vais avancer un petit peu. Et celui-ci, on se le garde pour la prochaine fois, la France, la fracture identitaire.
Associations, donc les associations constituent un des rares liens entre la population d'origine étrangère et la société politique locale. La polygamie, les boucheries halal, les tontines avec les tribus, tout ça a vu le jour maintenant même en France. Page 57. Le rejet par la société des enfants de la seconde vague d'immigrés peut conduire à l'apparition du communautarisme. Pouf, dans le mille. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit massivement un rejet des Français, et plutôt des comportements qui ne sont pas de notre civilisation. Et d'ailleurs, voyez-vous, c'est la baisse du niveau. Fut une époque où on disait que Louis, ou encore Pierre, ou Antoine avaient un langage soutenu, parlaient d'une certaine façon. C'était assez élégant. Et c'était jalousé par ceux qui n'avaient pas encore réussi à s'approprier la langue française, parce que leurs parents n'étaient pas assimilés, et qu'il y avait une scission avec la France. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans leur foyer, ça parle une autre langue, donc c'est compliqué, voyez-vous, de rencontrer et d'épouser Molière. Eh bien, aujourd'hui, regardez donc la différence des reportages de l'INA de l'époque avec ce qui se déroule. Les générations de TikTok, etc. D'ailleurs, c'est pas que les étrangers, c'est aussi les technologies qui sont venues briser la langue. Et les parents qui ont délaissé leurs devoirs. Des Français qui aujourd'hui ont 15 ans, 20 ans. Pour certains, ont même le bac en poche. Mais c'est une faute à chaque phrase. Ils n'arrivent pas à lire un texte et le comprendre. Leur vocabulaire est assez faible. Parce que c'est ringard, c'est dépassé, archaïque. Et vous, de maîtriser son langage. Fin des années 70-80, voilà que les immigrés s'imposent. On leur a permis le communautarisme, on les a laissés venir, on les a logés gratuitement, mais c'est pas terminé. Maintenant, ils s'imposent. À la fin des années 70 et au début des années 80, grève des loyers, des foyers, Sonacotra, grève dans l'industrie automobile. Sous le septennat giscardien, les autorités ont commencé par envisager la pratique religieuse des travailleurs immigrés comme un facteur de paix sociale et ont favorisé la création de lieux de culte. Donc je vous avais déjà parlé, ce qui mène à... Ça y est, l'infiltration de l'islam en France. Dans un premier temps, de gens tout à fait convenables, que l'on peut respecter dans leurs pratiques religieuses, qui ne dérangent pas trop d'ailleurs l'espace public et qui apprécient déjà l'effort qu'ils aient quelques lieux, à cette nouvelle génération. Deuxième, troisième, quatrième vague, je ne sais à combien on est rendu, qui aujourd'hui parle carrément dès 13 ans de mettre la charia. D'avoir de toute façon loi sur les koufars. Les porcs, les blancs, on les mettra dehors. Ça sera une France islamique, en gros c'est leur objectif, même si bon nombre vont le nier en public. On a quand même des imams qui en parlent, etc., et dont certains ont été expulsés, alléluia, qui retournent chez eux, faire hijra, et ils seront très bien là-bas. Ceux-ci ne se sont pourtant pas départis d'un certain anonymat. Appartements, garages, équipements désaffectés, les mosquées invisibles et de taille réduite sont encore le lot commun de la seconde religion de France. Un courant d'adhésion à la pratique de l'islam s'est développé à partir du milieu des années 80, parmi les jeunes de la deuxième génération immigrée, jusque-là plutôt distants. Il fait suite à une première phase de pénétration de l'islam dans l'espace public, qui était d'abord l'affaire des travailleurs adultes et dans un cadre privé. Le prosélytisme d'associations comme Foi et Pratique s'est révélé efficace en direction d'un public peu socialisé dans la religion, par la simplicité et le caractère idéologique de l'interprétation donnée à la doctrine islamique. Les mêmes socialistes qui ont attaqué les Français, chrétiens, pour dire arrêtez comme ça de vous imposer dans les écoles, où on avait des prêtres qui intervenaient. On avait quand même la foi. On va dire, vous n'avez plus le droit à ça. Par contre, respectez les étrangers qui viennent. Leur croyance est meilleure que la vôtre. On fera abstraction des 13 siècles d'esclavage, des guerres contre la France, où Charles Martel avait arrêté les envahisseurs à Poitiers. Une autre époque, me direz-vous, certes. Page 62-63, donc là on est sur le port du voile. Comme je vous l'ai dit, moi,
un voile, un tissu sur les cheveux ne me dérange pas. Quand le voile est mêlé à l'abaya, là, ça commence un peu à me courir sur le haricot, si je puis dire, puisque on est vraiment dans des accoutrements qui ont lieu au Maghreb, en Arabie, mais pas en France normalement, qui après mènent au voile intégral, où il ne reste que les yeux, même les mains sont couvertes. D'ailleurs, le fait de voiler les gamins, je suis contre aussi. Jusqu'à 15 ans, personne ne doit être voilé. À 15 ans, là, tu as le discernement, et si la jeune fille veut te voiler, c'est son droit. Et encore une fois, on parle plutôt d'un foulard, d'ailleurs. Page 69. En 1974, René Lenoir définit les exclus. Que je retrouve la page, je dis 69 plutôt. Ces inadaptés sont l'objet d'une étude parue en 1974 sous la plume d'un haut fonctionnaire René Lenoir sous le titre « Les exclus ». Études qui ont décrit les composantes. Drogués, alcooliques, délinquants, mineurs en danger, anciens narquis, mais qui surtout désignent dans le processus même de modernisation de la société urbaine les causes d'une marginalité qui s'étend. L'exclusion apparaît ainsi comme le revers de l'accès à la société de consommation et à une mobilité sociale ascendante d'une majorité de Français. Plus de face à face, mais du côte à côte, c'est ce que nous écrivait Henri Ray. Page 71, 73, voilà, on arrive au profit de ces étrangers. Le RMI, revenu minimum d'insertion, est créé en 1988 et par le suivi des bénéficiaires de cette allocation, on a pu définir les grandes caractéristiques d'exclusion, soi-disant, de ces pauvres gens, que l'on vient à financer. Page 77, refus à l'embauche à cause de l'adresse, on en avait parlé, même avec les CV anonymes, comme quoi ce n'est pas que les blancs, enfin que les noirs ou les arabes, les blancs peuvent aussi être refusés pour certains métiers du fait de leur provenance et de tout ce qui est, on va dire, agrégé avec ce lieu-là. Tout en tout cas ce qui, voyez-vous, se rapporte à certains secteurs. Rien n'a pu enrayer, donc page 83, le développement du chômage et les nationalisations des grandes entreprises et des banques annulées entre-temps par un gouvernement de droite n'apparaissent plus comme un moyen efficace d'intervention de l'État dans l'économie. La décentralisation a renforcé le pouvoir des notables locaux sans que changent de manière appréciable les possibilités d'expression des citoyens. Dans les quartiers de grands ensembles, beaucoup d'immeubles ont été réhabilités. Ce n'est plus le toc-toc, tu entends le voisin qui couche avec sa femme ou qui a mis le téléviseur trop fort et ça résonne dans les colonnes. La décentralisation donc a renforcé le pouvoir des notables locaux sans que changent de manière appréciable les possibilités d'expression des citoyens. Dans les quartiers de grands ensembles, beaucoup d'immeubles ont été réhabilités, des efforts importants ont été consentis dans le domaine de l'école, de la prévention de la délinquance, avec les médiateurs que l'on paye une blinde pour qu'au final ils soient seulement maintenant intermédiaires dans les trafics et dans les affrontements avec les flics, de l'aide sociale et plus généralement dans la réforme de l'action publique. Mais les banlieues ne sont pas sorties de leur crise. Depuis 1984, le Front National a compliqué le jeu politique traditionnel entre droite et gauche en se saisissant de thèmes qui renvoient aux représentations qu'on se forme des banlieues, immigration, insécurité. Écrit en 1996. Je vous pose la question, est-ce que c'est un sentiment, une erreur de la part du Front National, ou est-ce que nous voyons les chiffres et les statistiques qui n'ont fait que d'exploser dans les coups et blessures volontaires, cambriolage, vol à l'arraché, viol et bien d'autres choses encore, de la part déjà des 3,5% d'Africains étrangers qui n'ont pas les papiers. Et si on établissait les stats ethniques, je pense que l'on tomberait sur la part des Africains dans toutes ces malversations, ou 80%. 85 90 pour certains me diraient. On me dirait 90, pourquoi pas. Moi je dirais 80. Il y a quand même des autochtones qui foutent la merde aussi. Une politique de grande ampleur, effective cette fois, paraît s'imposer. Donc après l'échec des tentatives néo-keynésiennes au niveau de la répartition des tâches, notamment de l'industrie, je pense qu'il renvoie à ça, et de
production accélérée, je ne sais pas exactement comment le dire, modernisatrice puis libérale, respective conduite par Pierre Mauroy, Laurent Fabius et Jacques Chirac, la conviction que la situation économique ne va pas sensiblement changer à brève échéance s'est établie. Jacques Chirac, qui trahira et les chrétiens et les Français. Alors, on a été sur les RMI, refus à l'embauche soi-disant à cause de l'adresse, Front National qui complique le jeu, organisme HLM au sein desquels se trouvent les militants socialistes, page 84, même lui le reconnaît. 85 en... Attends, 85 En 1980, alors que le nouveau pouvoir engage de grands chantiers de réforme dans les multiples directions, un événement va révéler l'importance du problème des banlieues. Il s'agit des incidents dont le théâtre d'opération se situe dans l'Est lyonnais et particulièrement dans la ZUP des Minguettes à Vénissieux, ville communiste longtemps vouée à l'industrie métallurgique et automobile. Là se déroulent des rodéos consistant dans des courses improvisées de véhicules de haute gamme préalablement volés auxquels ensuite ils mettent le feu. Spectaculaires, ces pratiques revêtent une forte charge symbolique. Elles mettent en scène, dans la transgression de la loi et dans l'affrontement avec les forces de l'ordre, la revendication d'une forme de reconnaissance sociale par des jeunes des banlieues marginalisés par la crise. C'est vrai que les exclus des campagnes se sont amusés à aller en ville, voler des BM ou encore des Mercos pour faire des rodéos et après les brûler. Pourtant, ils vivent la même misère, voire même ils sont encore plus éloignés. Fut une époque, il y avait moins de transports. Aujourd'hui, il y en a à peu près peut-être 3, 4 pour les campagnes. Un le matin, un midi et un l'après-midi, un le soir. Voilà ce que bénéficient nos campagnards. Alors qu'en ville, ils en ont tous les 15 minutes ou toutes les demi-heures. Et ils vont me dire qu'ils sont coupés de privilèges. Donc c'est pour ça que ça justifie les rodéos qu'ils aillent voler des voitures, qui trafiquent, qui brûlent, qui caillassent les flics, etc. Ben, voyons. Alors, en page 94, on apprend que les socialistes, toujours la main sur le cœur pour les délinquants, vont s'organiser avec leur association pour éviter des étés qui s'embraseraient et envoyer les chances, ceux qui créent des désordres, en vacances. Il est dit, page 94, envoyer en vacances les plus turbulents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se comporter sagement, c'est s'exclure de la société et de pouvoir partir en vacances ou d'être vu même. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à la dégringolade astronomique de la violence, des teubés, des ignorants qui disent l'Occident est coupable de tous les maux, qui répètent bêtement comme vous voyez, des réflexes pavloviens ou encore le conformisme à la hache. Solomon, toujours. Page 99, montée du sentiment d'insécurité, on nous dit. Enfin, c'est du foutage de gueule parce que là, c'est plus du sentiment, c'est de la réalité. Page 105, après en 91, on apprend qu'il y a 11 milliards de francs qui ont été investis dans les quartiers. Malgré ça, c'est jamais assez. Plus tous les morpions envoyés en vacances et tous les bonus dont je vous ai déjà parlé. Page 112, développement du temps partiel et de l'intérim qui viennent à changer le rapport de force avec les employeurs et également le côté de la pérennité. Et on est vraiment sur des contrats précaires et ça, c'est tout le monde qui est touché. Mais c'est aussi l'envie de cette nouvelle génération de ne pas être engagée. Oui, d'avoir ce côté libre. Comme moi, j'apprécie faire des missions de 6 mois, 1 an. Et après de pouvoir être en pause, lire, m'occuper, voyager, ce genre de choses. Comme je vous avais mis des photos dans les gorges ou encore dans les Landes et dans bien d'autres endroits, à Marseille même aussi. De temps en temps en Normandie, j'aime bien, voyez-vous, partir, même quand je vous avais partagé aussi mon aventure au Portugal, où j'avais été à Lisbonne, puis Cascais, un peu plus au sud à Faro. Bref. C'est important de voyager. Je pense que la nouvelle génération, en tout cas, a compris ça. Contrairement à l'ancienne qui vraiment, entre guillemets, allait en pays, de pays en pays, comme ils pourraient dire les anciens paysans. C'est vraiment se rendre dans la ville
à 20-30 km, quoi. Ça, c'est le voyage. 112, donc on a vu ça. Le taux de syndicalisation a chuté. En même temps, vu ce qu'il porte, on comprend mieux. Les municipalités sont socialistes massivement. Et c'est là où on voit le rassemblement du peuple français en 47 qui avait été proposé. Page numéro 121. Qu'est-ce qui était dit de ça déjà? La création du RPF, Rassemblement du peuple français, en 1947, a coïncidé avec le début de la guerre froide. Aux élections municipales d'octobre 1947, le mouvement gaulliste opère une percée spectaculaire. En banlieue, la rupture entre communistes et socialistes rend problématique la réélection des maires communistes dans beaucoup de communes. Et ça, c'est quand même une notion qu'on oublie. Que les communistes et socialistes, en soi, se faisaient un peu front, mais étaient la même pièce, et que c'est eux qui ont permis d'infiltrer notre pays, voire de remplacer la population. Alors après, fraude des scrutins, ça c'est pas mal aussi. Les socialistes, quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent par l'urne, ils le font entre guillemets par la rue, avec les révolutions. Ou bien, lorsqu'ils revoient des réélections, ce genre de choses, ben, ils trafiquent les urnes. Il en ira différemment en 1983 quand un parti communiste affaibli perdra le contrôle de nombreuses villes de banlieue, parfois après annulation pour fraude des scrutins municipaux. Je vous dis, il nous faut, nous Français, aller contrôler lors des prochaines élections les dépouillements et repartager, donc en fait en filmant ou non, ce qui a été dans le lieu de vote, ce qu'il en est ressorti, et non ce qui remonte par informatique. Et chacun en fait ça. Et on vérifie bien ceux qui sont avec nous là, s'ils ne s'amusent pas à percer ou à remplacer voyez-vous, des enveloppes. Je pense que ça serait la panique. À mon avis, les élections seraient même carrément reportées, voire annulées. Si jamais nous, les Français, voyez-vous, entre autres pour le Rassemblement national, pour la réalité de notre territoire et de notre peuple, on se mobilisait lors d'une élection et on allait tout vérifier. Et on repartageait. J'ai comme une impression que ça partirait en live. Donc après, page 127, danger déjà soulevé en 1981 par le Front National au municipal et en 1983 également, sur l'insécurité liée à l'immigration. Page 128. Ainsi, dès 1974, le recours à la main-d'œuvre étrangère avait été interrompu en raison de la progression du chômage et sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing, des incitations matérielles et de retour tendaient à renvoyer chez eux les travailleurs immigrés. En 1974, il y avait déjà plus de travail. Au même moment où ils ont autorisé après le regroupement familial. Et c'est les Africains là, des années 74 et leurs descendants qui vont nous dire que sans eux la France n'est rien. Que s'ils partent, on sera dans la merde. Allez-y. Rémigrer, hijra, on n'attend que ça. 2 mots et déjà du merveilleux qui s'annonce à l'horizon. Elina parle de population étrangère en 1954 à 4,1%. En 1982 à près de 7%. En l'espace de à peine 30 ans, en autorisant le regroupement familial, on a doublé l'effectif des étrangers. Bon, après, il y a d'autres choses, notamment page 132, le gavage d'allocations, de subventions, d'aides municipales qui sont dénoncées. Le rejet de l'étranger renvoie alors à l'expression d'un sentiment d'infériorité qui conduit fréquemment à voir surévaluer par les Français de souche l'importance numérique de la population étrangère. Nous sommes fous. Ce que nous voyons est un leurre. La réalité n'est qu'illusion. Ben voyons. Le FN dans une position favorable en banlieue, à cette époque, aujourd'hui, à plus de 90%, le RN est rejeté des banlieues. Et à nouveau, à la page 139, la progression du sentiment d'insécurité. Je vous ai partagé certaines pages. Si vous voulez le consulter, vous pouvez le récupérer. Henri Ray, La peur des banlieues. Et la prochaine fois, la fracture identitaire, qui résume les 2 autres ouvrages et qui nous mettra le pied à l'étrier pour comprendre ça. Je vous remercie pour votre écoute.
N'hésitez pas à partager, liker. Et prochainement, je reviendrai aussi sur la propagande et je continuerai la série sur le transhumanisme. À très bientôt. La vérité, notre avenir.